aux skieurs de Courchevel. Et puis on a tous nos techniques pour les yaourts périmés, soit on respecte la date, soit on la dépasse de 2 ou 3 jours, voire plus. Eh bien, l'association France Nature Environnement propose de modifier ces règles des dates de péremption parce qu'elles représentent, selon elle, 20% du gaspillage alimentaire. Elle publie aujourd'hui un livre blanc contre le gaspillage avec l'application Too Good To Go. 17h05 sur France Inter. On va faire un tour à la Bourse de Paris qui clôture en hausse, Jean-Yves Courcial. Et oui Léo, bien orienté dès l'ouverture, la place parisienne confirme son rebond et à 30 minutes de la fin des échanges, le CAC 40 gagne 0,96% à 5009 points. Le marché qui venait d'enchaîner 3 baisses consécutives est logiquement soutenu par quelques achats à bon compte, mais aussi par la perspective de rencontres cette semaine entre Chinois et Américains au sujet de la guerre commerciale. Côté devise, l'euro se négocie $1,12,77 et au niveau des valeurs, ArcelorMittal recule de 0,86%, pénalisé par la baisse du prix de certains métaux. En revanche, Airbus est soutenu par la recommandation positive d'un cabinet d'études et progresse d'1,98%. La meilleure performance de l'indice revient à Atos qui bondit de 3,15%. Je vous rappelle le CAC 40, il est actuellement en hausse de 0,97% à 5009 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Victoire de la musique 2019. Merci. 4 artistes France Inter récompensés. Merci au public. Jeanne Haddad. Et merci à tous. Lara Luciani. C'est vraiment vous qui me faites vivre les plus grands moments de ma vie. Alain Bachung. C'est le plus bel hommage que vous pouviez lui faire. The Blaze. 4 artistes France Inter récompensés cette année aux Victoires de la musique. À retrouver dans le programme musical de France Inter. Et sur franceinter.fr. Sephora. Toute l'année chez Sephora, qu'importe le flacon, qu'il soit rond, carré, petit, grand, transparent ou opaque, il finira forcément vidé. Vidé, mais pas jeté. Parce qu'en rapportant votre flacon vide chez Sephora, vous pouvez profiter de moins 20% sur l'achat de votre prochain parfum. Après, à vous de décider de le garder ou de l'offrir. En tout cas, à moins 20%, vive les parfums vides ou pleins. Et merci Sephora. Voir conditions en magasin. Sephora, au cœur de la beauté. France Inter aime. J'ai pris mon père sur mes épaules du 13 février au 10 mars au Théâtre du Rond-Point. J'ai pris mon père sur mes épaules est une épopée sur la relation entre un père et son fils, avec notamment Rachida Brakni, Philippe Torreton et Vincent Garanger. Une pièce écrite par Fabrice Melchior et mise en scène par Arnaud Meunier. J'ai pris mon père sur mes épaules au Théâtre du Rond-Point. Du 13 février au 10 mars, un spectacle France Inter. Par Jupiter, il est déjà 17h07 sur France Inter. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Merci Léo Técher. Eh ben on y va. Vous êtes d'accord? Bonne soirée. Parce que si vous voulez pas, on n'y va pas. Non, si, on y va. Léo, il est d'accord. Oui, moi je veux, allez-y. Ok, allez, c'est parti. On y va. Salut les amis. Salut Clara. Je remplace Alex aujourd'hui. Ah ouais, chouette, super. Ouais, j'ai bossé sur l'invité moi. Comment il s'appelle? C'est le type qui a créé le zapping là sur Canal. Ah, c'est Patrick Ménel. Voilà. Évidemment, il fait ça sur France Télévisions. Maintenant, ça s'appelle Vue. Moi, pour préparer l'émission d'aujourd'hui, j'ai créé un entendu, mais que version France Inter. Oui, écouter serait plus élégant. Ouais. Alors on écoute. Nous sommes le 18 octobre 1981. Ce matin-là, Pierre prend son petit déjeuner comme à l'accoutumée devant le lac Léman. Il n'imagine pas que ce cure-dent lui sera fatal. Marguerite Taras est ce soir notre invitée dans l'heure bleue à l'occasion de la sortie de son dernier roman Nagasaki Ma-en. Une question de Jean-Philippe dans Lyon qui vous demande dans quelle région du monde trouve-t-on le lynx boréal? Le monde est vaste et nous n'avons qu'une heure. Bonsoir. Aujourd'hui, je reçois l'artiste plasticien Edouard von Wuttenberg. Il réalise des œuvres déconcertantes à base de tubes digestifs de canards sauvages. C'est dans Boomerang, évidemment. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui enchevêtre l'information à la gaudriole. Et il y aura des brèves. Et voici les 3 informations qui vont finir en purée de topinambour. Les amis, c'est bon là. C'est bon. Ça va. Moi, je crois que le vu, il faut le laisser à des professionnels. Ça tombe bien puisque j'ai réuni pour vous une toute belle équipe. C'est fini là. Bon, toi, tu vas t'occuper de ta chronique. Voilà. Puis ta Clara, tu vas faire tout le travail d'Alex. Je devrais pas faire une ménagite. Bonjour la France Inter. Vous écoutez la start-up de la radio publique
qui bat la mesure de l'actualité sur le rythme de la blague. Oh là là, on sent qu'il y a eu un week-end. On ne pouvait pas s'aligner là. Et voici les 3 actualités qui vont donc arriver à contretemps. Parfait. Il y a quelques semaines, le président de la République était si impopulaire, voire détesté, qu'il n'osait plus sortir de l'Élysée. À présent, il a trouvé la solution, être partout, tout le temps à la télévision. Donc quand on est impopulaire, il faut se montrer partout. Vous êtes encore là, vous? Ça fait 10 fois qu'on vous dit de partir. Allez hop. Oh, le trottoir est à tout le monde, on est en République, hein, je m'excuse. Pour lutter contre les fake news, des ateliers sont organisés à l'école. Ah bah oui, la fake news, c'est comme le psoriasis, il faut traiter dès le début, sinon ça s'étend. Et surtout, ça commence l'air de rien. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un jambon. On savait que les réseaux sociaux avaient un impact négatif sur nos cerveaux, sur nos égos aussi, et sur l'environnement. Instagram peut avoir un effet néfaste en dévoilant un coin de paradis vite transformé en enfer touristique. Et je le crie haut et fort, j'emmerde ceux qui prennent des photos avec leur portable. Vous avez reconnu son petit brin de voix aujourd'hui en l'absence d'Alex. Décidément, leur destin se croise. Voici Clara Dupont-Mono. Mais oui, bonjour Charline. Alex Vizorek se remet d'un râteau, donc il est alité. On l'embrasse. Autour de cette table, une belle équipe qui devrait taper dans l'œil de notre invité spécialiste de la télé. À la télé, il serait une émission de BFM TV où des hommes en costume s'improvisent spécialistes d'une matière qu'ils ont découvert sur Wikipédia. Ouais, c'est avec le concept de nous ma chronique. sur le plateau ce soir, sur le plateau Pablo Mira. Oui. Bonjour Clara, salut Charline. Guillaume. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous parler de la Ligue du LOL et de cyberharcèlement. Donc Fav, si vous voulez que je sois pour, RT, si vous ne voulez pas que je sois contre. À tout à l'heure. Il serait un épisode d'une télé-réalité qui n'a de réalité que le nom, puisque le cliché et le parti pris y sont rois. Avec nous sur le plateau ce soir, Guillaume Meurice. C'est moi ça. C'est vous. Quelle honte. Bonjour à tous. J'ai participé hier après-midi au grand débat national. Je suis allé à un événement organisé par La République En Marche. On organise un petit atelier brainstorm, on va dire. Startup Nation quand même un petit peu. Elle serait un documentaire du ministère de la Santé sur les ravages du pinot noir et comment s'en sortir par la littérature. Avec nous sur le plateau ce soir, Juliette Arnaud. Bonjour. Et elle va nous parler. Je le trouvais bien ce bonjour. Non, elle est où ta maman dans le public? Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Juliette Arnaud? J'ai un livre super et dedans il y a un cadeau bonus. Très bien. Allez, voici celui qui va présider cette séance. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes Patrick Menet. France Inter, Charline Vanhoenacker par Jupiter. Bienvenue Patrick Menet. Merci. Donc on dit Menet et pas Menet. Menet. Menet, Patrick. C'est ça qu'on avait un doute. Alors, on dit Patoche. je dois vous dire, vous êtes l'un de mes héros, Patrick, parce que déjà vous êtes créateur, réalisateur du zapping, Feu Canal, et vous vous êtes fait virer pour faute lourde par Bolloré, et ça c'est les deux choses qui fait que vous êtes dans mon panthéon personnel, Patrick Menet. Alors, le zapping de Canal qui aurait dû fêter ses 30 ans cette année, vous l'avez créé en 89. Aujourd'hui, il s'appelle Vue. Heureusement, il vit toujours. Et il est désormais diffusé sur France 3, tous les soirs à 20h. Donc, très bien exposé. Alors, j'ai dit, vous avez été viré de Canal parce que vous avez diffusé dans le zapping en 2015 des extraits d'une enquête sur le Crédit Mutuel, filiale de Vivendi, propriétaire de Canal. Viré pour faute lourde. Je traduis en traduction Bolloré, ça veut dire que vous avez fait votre job. Trop bien. Voilà. Ce qui vous vaut encore aujourd'hui des gros ennuis, c'est-à-dire que Pépère vous lâche pas. Hein. Tout à fait. Dire ça. Voilà. Ouais, il y a 2 semaines, j'étais en garde à vue, voilà, à peu près à la même heure. Bah oui, parce que le zapping, c'est de la grande délinquance. Oui, tout à fait. Donc, c'est heureusement la justice. Ouais. Mais bon, la justice fait son travail. Sur l'échelle de Redouane Faïd, ça se vaut à peu près. Non, il faut prendre ça avec détermination et puis voilà, croire juste simplement à la justice. Vous ne laissez pas abattre Patrick Menet. Pas du tout. Et pas du tout. Et justement, parlons de Vue. Donc, tous les soirs à 20h sur France 3. Vous avez l'œil sur la lucarne depuis 30 ans. Bon, une question évidemment nous brûle les lèvres. Au bout de 30 ans, puisque on fête les 30 ans cette année, quel changement majeur vous avez observé dans l'évolution du média télé quand vous regardez vos anciens zappings et ceux que vous faites dans Vue aujourd'hui? Comment on pourrait dire? Moi, je pense qu'on fait à peu près tous la même observation, c'est-à-dire qu'il y a une accélération de l'image, il y a quantitativement, il y a un nombre d'images complètement folle, il y a une vitesse dans ces images, et le monde qu'on vit actuellement, enfin, qu'on nous renvoie à travers ces images, est un chaos total. Donc, voilà, c'est un peu terrible à dire, mais c'est un peu le constat qu'on peut faire. Et il y a une surpotentialisation de l'émotion.
Oui, mais ça c'est pas nouveau. Je dirais que c'est la surexposition, la vitesse. C'est-à-dire que c'est des vitesses chaque de semaine, montage, très concrètement. Non, pas forcément. Les extraits qui sont montés dans le VU vont de 3 secondes à 1 minute, donc c'est pas tant. C'est la gestion de cette somme d'images qui est de plus en plus difficile en fait, parce que trouver un récit, une narration en 6 minutes aujourd'hui, finalement pour dire la même chose, parce que moi ça fait 30 ans que je raconte le spectacle de la fin du monde dans lequel on est en fait dedans. Mais voilà, j'essaie simplement de participer à la fin du monde du spectacle plutôt. Et à l'époque du zapping, le choix des images, le montage était tenu top secret. Vous n'aviez pas à le montrer à la chaîne pour qu'elle le valide. Ouais. Est-ce que c'est le cas maintenant avec VU ? Oui, c'est le cas. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous fiche complètement la paix. Vous êtes complètement libre. Vous n'avez pas à faire valider le résultat final. Je l'envoie à certains responsables éditoriaux et ça se passe bien sur France 3. Le fameux esprit Canal a été démantelé. Aujourd'hui, il est disséminé. Vous êtes sur le service public, France 3. Yann Barthès, il a atterri sur TMC. C'est le groupe TF1, donc c'était la boîte à con des Guignols quand même. L'histoire est quand même très ironique. Depuis ce démantèlement de Canal+, est-ce que l'impertinence, ça s'achète ? Parce qu'elle était là, semble-t-il, naturellement sur Canal, sans un immense calcul. Vous arriviez, vous aviez 30 ans. Même plus jeune. Même plus jeune, vous bousculiez tout, etc. Aujourd'hui, comme Canal, l'esprit Canal est disponible en pièces détachées sur le marché, est-ce que ça s'achète et que c'est un produit ? Tout est produit, vous aussi, je pense que vous avez été sollicité, vous avez même fait de la télé, donc tout est produit. Je veux dire, on est dans une économie, oui, on prend des salaires pour nos compétences, on peut l'imaginer, mais non, je ne vois pas les choses comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympathique de voir les anciens ailleurs. Voilà. Ça se menait pas, je dirais, pourquoi les uns se trouvent sur le service public et les autres dans le privé, dans l'ancienne boîte à cons ? Tout évolue. Ouais. À l'époque du zapping, c'était quand même. On peut dire que c'était le programme le moins cher de toute l'histoire de la télévision, parce que vous n'avez pas d'animateur, vous n'avez pas de plateau. Non, il y a des gens. Moi, je travaille avec une équipe d'une douzaine de personnes. Donc c'est quoi le. Puis il y a un monteur au quotidien, donc ça fait 13 personnes. Donc c'est quand même conséquent en termes économiques. Et comment vous expliquez que ça a été un moment le plus performant ou le plus efficace comme programme ? Moi, je regardais pas. Je vais pas faire de fanfaronnade, mais moi, j'ai jamais été lié aux audiences. Si j'avais des nouvelles des audiences, c'est que ça allait mal, donc j'ai jamais eu de souci avec ça. Pour le reste, ça change pas tellement aujourd'hui. Je me soucie pas de tel ou tel public, comment aller chercher le téléspectateur, si on peut penser qu'on peut aller chercher le téléspectateur. Moi, j'essaye simplement d'exercer un point de vue libre quotidiennement sur le monde de l'image, qui est le médium dominant aujourd'hui encore plus aujourd'hui. Moi j'avais une question qui était très courte, c'était comment vous gérez Internet, qui est un peu un genre de nouveau reflet de l'époque et qui attire les plus jeunes. Ça c'est un peu le sujet. Aujourd'hui en fait, tout ce qu'il y a sur toutes les images, ça fait quelques années que ça dure, dans chaque émission aujourd'hui il y a un chroniqueur qui est spécialiste d'Internet et qui valide ça par le nombre de clics. Donc en fait cette image... c'est votre relais... Non, mais les images qui circulent le plus sur Internet sont dans la journée digérées par la télévision, ce qu'on appelle l'objet télévisuel. Donc voilà, il y a encore plus d'images à gérer. Voilà. La télé est un ogre, même les images de la radio, elle récupère. Donc, tout à fait. Je vous dire. Oui, fut un temps, il n'y avait pas de caméras. Le nombre de caméras qu'il y a ici, c'est quand même assez surréaliste. Et les spotlights, Patrick Je trouve ça Monet. assez triste d'ailleurs, mais parce que la radio, c'était le monde de l'imaginaire pour chacun. Rien ne vous oblige à regarder les images. Quand on écoute la radio, on est chez soi, en train de faire quelque chose d'autre, ou dans la bagnole, et donc il y avait ce côté, ce que fait très bien aussi Antoine avant, là, il a créé une espèce d'univers sonore. C'est ça la force de la radio, à mon sens. Qui existe toujours. Vous pouvez ne pas regarder les images. Bien sûr, mais il y a quand même cette volonté de tendre vers l'image et de donner une image pour surexister à travers. Surexister, vous avez raison. C'est implacable. Patrick Monet est avec nous. Et VU, c'est tous les soirs sur France 3 à 20h, chaudement recommandé. C'est hygiénique même. When you move it right up close to me, that's when I get the shakes all over me. Quivers down the backbone.
all over. Quivers down the backbone. Yeah, the shakes in the knee bone. I got the tremors in the thigh bone. Shaking all over. Well, you make me shake it and I like it, baby. Johnny Kidd, Shaking All Over sur France Inter. Avec cette petite accent, bien sûr. Pour une fois que c'est pas l'accent belge, je vous dirais. 17h21 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter en compagnie de Patrick Menet, le grand orchestrateur de Vue sur France 3. Le gérant du cirque Pinder. Le Rémi Bricat de la télévision, réalisateur de Feu le zapping, devenu Vue aujourd'hui sur France 3. Heureusement que le service public est là. Clara Dupont-Moreau autour de cette table. Eh bien, Pablo Mira et Juliette Arnaud. Ouais, c'est bien. Guillaume Meurice, vous avez oublié. Il manque quelqu'un, oui. Et en l'absence d'Alex, nous allons faire un journal avec Guillaume. Attention, accrochez-vous. C'est drôle que notre Bart n'ait pas eu envie de nous chanter quelque chose. Le journal de presque 17h17. Non. Et on commence par les titres. Oui, on parlera de l'acte 13 des Gilets jaunes avec encore une main arrachée. Et comme le dirait Yves Duteil, prendre une grenade dans la main pour se gratter, c'est moins bien. Merci. Oui, on parlera également d'un curieux groupe Facebook, la Ligue du LOL, qui harcelait des femmes sur Internet. Et comme disait Serge Lama, femme, c'est nous les gros lourds. Merci. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, comme le dirait Jean-Jacques Goldman, j'irai au bout de mes brèves. Merci, super. Excusez-moi. C'est un Je sais journal. pas ce qu'il m'a pris, mais- C'est un journal, c'est pas un karaoké. Je trouve ça un peu de gaieté. Alors, allez, on commence encore et toujours par les Gilets jaunes. Oui, entre les membres arrachés et les yeux crevés, les seuls qui peuvent encore manifester sans risque, c'est Gilbert Montagnier et Philippe Croizon. Heureusement, un nouveau médiateur a tenté d'apaiser le débat. Oui, un beau médiateur, il s'appelle François Berléand, et voilà ce qu'il a déclaré sur RTL. On voit qu'il y a 90% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes, et puis 2 semaines après, il n'y en a plus 80, puis 70. Moi, depuis le début, ils me font chier les Gilets jaunes. Voilà, donc pour le biopic de Christophe Castaner, c'est bon, on a l'acteur. Bon, oui. Alors, on prend Nabila pour jouer Brad Chapa, puis Claude Rich pour jouer Gérard Collomb. Et bon. Ben non, il est mort, Claude Rich. Bah, je sais, mais c'est pour jouer Gérard Collomb. Ah ouais, autant pour moi, bien ok, sûr. d'accord. Gilets jaunes, la suite. Oui, alors attention, l'info, une délégation emmenée par Francis Lalanne souhaite rencontrer Barack Obama. Camoulox. Olé, bien joué Charline, en effet, vous avancez de 2 cases et vous avez désormais Gérald Darmanin en tutu qui joue de la contrebasse avec le commandant Cousteau. Sans transition ou presque, la Ligue du LOL est donc un groupe Facebook qui s'amusait à harceler des femmes. Voilà, une sorte de Denis Baupin 2.0, quoi, une sorte de Georges Tron Startup Nation. Voilà. Ça, hein. Aujourd'hui, d'anciens tweets ressortent. Il s'agit notamment de journalistes qui travaillent actuellement à Libération ou aux Inrocks. Oui, la gauche caviar est morte, hein, c'est désormais la gauche tocard. Harcèlement, toujours. On a appris que Denis Baupin a dîné récemment au ministère de l'écologie. Oui, donc François de Rugy ne vote pas contre la castration des porcs, mais les invite à dîner. Voilà, tout va bien. On enchaîne Ouais, avec un sondage qui nous apprend que près d'un Français sur 4 croit à une théorie du complot. Non, mais c'est faux, ça. Comment ça? Bah non, c'est un sondage qui est fait par des Illuminati, enfin c'est évident, quoi. Mais c'est des juifs francs-maçons reptiliens, ces gars-là. C'est les mêmes qui font courir la rumeur que Pablo Mira, il est drôle, si j'y crois pas, c'est factuel. On poursuit avec une grève sur le périph' de la part des moniteurs d'auto-école. Que faire face à ça? Le gouvernement a 2 solutions. Réponse A. Je passe en force en faisant un bras d'honneur aux manifestants. Réponse B. Je m'arrête. International à présent. Manuel Valls a manifesté hier contre le gouvernement espagnol aux côtés de la droite et de l'extrême droite. Il n'hésite pas, hein, Manu, il est comme ça, il est franco. Comme on dit. Voilà. D'ailleurs, Manuel Valls qui déclarait quoi à propos des manifestations quand il était Premier ministre de la France? Manifester est un droit démocratique, mais ce n'est pas la rue, et on ne peut pas appeler à la rue
pour contester la légitimité d'une politique. Ah là 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 là, le championnat du monde de retournage de veste est relancé. Sainte-Aurore-Berger, priez pour nous. Accroche-toi, Aurore. Allez. International encore, soupçonné de fainéantise, Donald Trump affirme travailler plus que tout autre président. Effectivement, j'ai les chiffres, il est à égalité avec Bouteflika. C'est pas ouf. Pas top. Pas Pas dingue. top non plus en sport. L'équipe de France de rugby a subi une lourde défaite face à l'Angleterre, Oui. 44-8. Non, mais non, attendez, parce que la France avait une bonne possession de balle quand même. Elle méritait pas la défaite. L'Angleterre a joué en défense. Bah, Guillaume, vous avez le seum. J'ai pas le seum, Bah, c'est si. n'importe quoi de dire ça. Allez, ça va aller. Ça Non, va mais de aller. toute façon, en Belgique, vous avez même pas d'équipe de rugby. Hein. Non, allez. Allez, on se calme. On termine avec 2 brèves et ça va aller. Allez, Nouvelle-Zélande, une touriste perd sa clé USB et la retrouve 1 an plus tard dans les excréments d'un vieux lion de mer. C'est véridique. Alors, bonne nouvelle, le Parti Socialiste reprend espoir dans sa recherche de dignité. Mauvaise nouvelle, va falloir suivre Cambadélis aux toilettes. Allez, on termine avec un individu qui tente de rejoindre l'Inde en tracteur, Oui. mais qui se retrouve bloqué à Monaco. Allez, Jean Lassalle, ça va pas fort. Merci Guillaume. Je vous en prie, à votre service. 17h26 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Patrick Menet, le réalisateur de Vue sur France 3 tous les soirs à 20h. Et on va aborder ce premier sujet car le président de la République est très impopulaire. Il met la moitié de la France à cran. Et pourtant, depuis 3 semaines, il y a Macron dans ton salon tous les jours. La télévision diffuse pendant des heures son stand-up à travers la France. Pour contrer le ras-le-bol, il sature les médias de sa présence. C'est une technique, semble-t-il, initiée par l'un de ses maîtres en la matière. Écoutez bien. Je suis pas Premier ministre. Je dois être le premier des ministres. Alors vous devez être mobilisés nuit et jour avec un seul objectif, avoir toujours un coup d'avance. Je veux toujours être là où on ne m'attend pas. C'est la stratégie du contre-pied. On va ouvrir 8 chantiers en même temps. Ils vont rien comprendre. À chaque sortie du ministre de l'Intérieur, la presse doit en faire un titre. Je serai le ministre de l'actualité et je vais y aller à fond. Ah ma chérie, qu'est-ce que tu en penses? Je pense comme toi. Tu dois fabriquer l'actualité et la commenter. Être à la fois l'acteur et le metteur en scène. Bon, allez, au travail. Denis Podalides dans La Conquête de Xavier Duringer. C'est l'éditorial du Figaro aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il nous a pris, on a eu un coup de chaud. Qu'est-ce qui se passe ? C'est basé sur l'édito du Figaro, dis donc. Guillaume Tabar parle de combattre l'excès par l'overdose. Alors, première question, tiens Patrick Menet, le président de la République, le zapping est maintenant vu, en ont connu beaucoup, puisque ça a été créé sous Mitterrand, le zapping en 89. Ouais. Donc vous en avez pas vu passer plusieurs des présidents de la République. Ils ont toujours eu une place de choix dans les zappings. Ils apparaissent plus ou moins fréquemment, avec plus ou moins de... Les présidents Ouais. Bon, ça dépend de l'exposition et du sujet. Et ça dépend. Mais bon, encore une fois, on peut faire le même constat. Enfin, je trouve que Josiane Balasco, dans le journal de 20h, dimanche soir, disait quelque chose de très juste. Elle disait, pour l'instant, on n'a pas le grand débat, on a question pour un champion. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, il a aussi... quand il y avait Mitterrand, quand il y avait Chirac, il n'y avait pas de chaîne d'infos, donc tout ça va ensemble. Donc c'est le support aussi le politique s'adapte aussi aux moyens de communication. Donc c'est vrai que il est beaucoup à l'antenne en ce moment. Et la multiplication des supports donne aussi l'impression qu'ils sont là tout le temps partout aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai danger, c'est-à-dire que la surexposition. Enfin, on va pas être trop sérieux, mais il y a quand même dans nos institutions le président de la République, il n'est pas là pour être en première ligne normalement. Enfin voilà. Donc on peut tous souhaiter qu'à l'issue de ce grand débat, il nous fiche la paix un peu. Non, mais qu'il y ait des mesures concrètes, qu'il y ait un retour sérieux de tout ce qu'on peut entendre. C'est bien qu'il y ait un grand débat, personne ne peut dire le contraire, mais voilà, maintenant on attend tous mi-mars. Oui, si c'est la proportion du nombre d'images qu'on a eu d'Emmanuel Macron, si le résultat est à proportion de l'image. Si la déception est là, je veux dire, on parle de violence aujourd'hui, je crains le pire. Mais ce qui est très troublant, c'est que ça marche, parce que les chaînes d'infos en continu diffusent quand même parfois des interventions qui durent des heures. 6 heures. Voilà. Et il se trouve que le public est au rendez-vous. Vous qui êtes un professionnel de l'image, même de façon un amateur depuis 30 ans. Un amateur professionnel. Qui connaît un peu son sujet. À votre avis, est-ce que ça vous surprend ou pas, le fait que ça marche ? De quelle audience on parle? Je veux dire, BFM l'après-midi, c'est quelques centaines de milliers de personnes. C'est pas non plus. On est 70 millions en France. Bon, il faut pas non plus surjouer. C'est-à-dire que l'image tout de suite dépeint une situation autre. C'est-à-dire que dès qu'il y a une image,
elle est reprise l'après-midi, enfin elle est sur BFM l'après-midi, elle est reprise après à 19h dans tous les flashs infos et tout ça. Donc cette image se démultiplie à l'infini. Donc il y a une, c'est comme le ressenti du vent, quoi. Quand il fait moins 5, mais en fait il y a du vent, donc il y a beaucoup d'images, donc il fait moins 20, mais bon il fait moins 10. Donc c'est toujours cette histoire de surexposition à l'image. Donc ça veut dire que la télé ne reflète pas ce que vous êtes en train de dire, ça ne reflète pas le réel. Moi, mon sentiment, c'est que ça fait 30 ans qu'on vit une distorsion du réel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment tordu. Enfin, c'est-à-dire que l'image aujourd'hui, enfin moi, il y a 15-20 ans, j'avais écrit une expo comme ça, je me suis fait jeter d'ailleurs par Beaubourg à l'époque, et puis où je disais, à l'époque, c'était à peu près 3h30 par jour de télévision par citoyen. Aujourd'hui, on est à peu près à 3h40, 3h50 d'images télé. Si on additionne les nouvelles images qui sont arrivées depuis une quinzaine d'années, on est presque à 8 heures. Donc quand on fait le constat sur une journée de 24 heures, si on dort à peu près 8 heures, il nous reste 16 heures. À partir du moment où on fait 8 heures plus 1 minute, je veux dire, notre réel, tout ce qui nous concerne, le rapport physique aux objets, aux personnes, elle dépend du réel que nous donnent à voir les gens qui font l'image. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et tout s'additionne, c'est-à-dire la télévision, les réseaux sociaux, et voilà. Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre propre réel ? Patrick Menet, et on a une pensée pour toute votre équipe qui regarde Emmanuel Macron pendant des heures. On les soutient. Avec des larmes de sang. L'équipe de Vue sur France 3. On les oublie pas. On vous oublie pas, les gars. On vous oublie pas. 17h31, c'est l'heure de passer la parole à celui qui va nous parler de cyberharcèlement, mais qu'on a fait l'erreur de sortir de l'anonymat. C'est Pablo Mira. Pablo, c'est à vous, mon petit ange trapu. Oui, Malouloute, aujourd'hui, je vais m'ériger en défenseur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je serai le Mark Zuckerberg français, mais sans la fortune et sans les problèmes de sébum. Car le cyberharcèlement revient une fois de plus dans l'actualité avec l'affaire de la Ligue du LOL, vous l'avez vu. Alors pour résumer, il s'agit d'un groupe créé par Vincent Glade de Libération, regroupant des journalistes qui se réunissaient fin des années 2000 pour critiquer d'autres personnes travaillant dans les médias, allant parfois jusqu'à les harcelés. C'est bête, à 10 ans près, ils auraient été payés pour faire ça sur C8. Mais moi, je vous le dis, cette affaire me dégoûte. J'ai l'impression de revivre les heures les plus sombres du mouvement MeToo. Sauf que cette fois, le corps entier de Vincent Glade n'atteint même pas le poids d'un seul tibia d'Harvey Weinstein. Quoi qu'il en soit, vous savez, moi, j'aimerais que le procès de ces personnes ne devienne pas à nouveau celui des réseaux sociaux, qui reste pour le coup un véritable progrès, car ce sont ces mêmes réseaux qui ont offert à tous ceux qui n'avaient pas le permis de conduire le moyen de s'insulter ailleurs que dans les bouchons. Ces mêmes réseaux qui aident à lutter contre la solitude des personnes âgées, qui leur permettent, voilà, quand ces personnes se sentent abandonnées, d'aller en 2 clics sur Twitter ou sur Facebook, de discuter avec des gens et de se dire l'abandon, c'est pas si mal que ça en fait. Par contre, c'est vrai, et c'est là le seul point noir, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a, à cause des réseaux sociaux, une diffusion accrue des fake news. Et là, c'est vrai, faut faire attention. Ce matin, sur mon fil Twitter, par exemple, j'ai encore vu passer un message de Nikos disant « Super émission ce matin sur Europe 1 ». Mais à part ça, même les pires défauts des réseaux sociaux sont à mes yeux des qualités. Je vous le dis, suffit de voir les symptômes des victimes de cyberharcèlement. Je vous les lis, les symptômes. Insomnie, angoisse, pensée suicidaire. Donc si je comprends bien, on a quand même des gens qui se plaignent d'obtenir toutes les ressources pour avoir le même succès que Michel Houellebecq. Quelle fumisterie. Et moi, ça m'inquiète qu'on souhaite remettre en cause ce modèle, notamment tous ces démagos qui, au nom de la lutte contre le cyberharcèlement, réclament, écoutez bien, carrément la fin de l'anonymat sur Internet. Et là, je dis non. Ce n'est pas l'anonymat qui engendre la violence verbale. Il suffit de voir le compte Twitter de Mathieu Kassovitz. Ça vaut tous les Anonymous du monde. Et, pardon, excusez-moi, j'ai une notif sur Twitter. Je regarde. Pablo, je te baisse, toi et tout le cinéma français. Visiblement, Mathieu nous écoute. C'est même démago donc, qui ne souligne jamais que des efforts sont faits contre les contenus haineux. Je rappelle que tous les réseaux sociaux font appel à des modérateurs. Bon, le problème, c'est que visiblement, ils sortent tous de la Stevie Wonder Academy, mais quand même. Et puis, ce harcèlement en ligne, c'est quand même ce qui nous lie, ce qui nous relie, nous, êtres humains. La réalité, elle est ce qu'elle est, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, il n'y a pas un seul pays au monde qui ne connaisse pas de cyberharcèlement. Bon,
Sauf peut-être voilà la Suède à la rigueur, mais ces gens-là ne sont pas humains. Hein, ils sont mi-saumon, mi-table basse. Donc le cyberharcèlement, on en a besoin, nom de Dieu. D'autant plus que nous les mecs, bah voilà, je le dis, on est 3, voilà, on est en minorité aujourd'hui. C'est notre dernière zone de liberté. Égalité égale minorité, je sais. C'est notre dernière zone de liberté. Ouais, je suis désolé parce que si on nous retire le cyberharcèlement, il va nous rester quoi, nous, hein? L'absolue totalité du reste de la vraie vie, c'est ça? Franchement, si c'est pour vivre dans un monde pareil, moi je préfère fuir au Venezuela avec Flyrider. Pour conclure, dans l'histoire, vous savez, il y a des dates qui marquent une civilisation. La découverte du feu, la fin de la Seconde Guerre mondiale, une victoire à l'entraînement de Joe Wilfried Tsonga et l'apparition des réseaux sociaux en fait partie car ils ont changé notre société à tout jamais. Alors oui, on peut toujours rendre ces plateformes moins toxiques, mais croyez-moi, et j'insiste là-dessus, de toutes les solutions pour stopper le cyberharcèlement, la fin de l'anonymat est sans doute la pire, car l'urgence, c'est pas d'épingler les internautes et mettre un nom sur leur pseudo. L'urgence, c'est d'épingler les internautes et mettre des neurones dans leur cerveau. Allez, salut. Merci Pablo Mira. Dites-moi Pablo, à la sortie de quel théâtre peut-on venir vous harceler? À l'Archipel. On est Strasbourg-Saint-Denis, boulevard de Strasbourg. Sortie 4, je pense. Sortie 4, ouais. Sortie 4 à côté du métro. KFC. Exactement. Les vendredis et samedis à 20h. Pablo Mira. À venir, Juliette Arnaud avec nous, Guillaume Meurice bien sûr, et notre invité Patrick Menet, l'as de vue, ex-zapping. Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. Je veux faire l'amour dans les champs. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi. Avez-vous mesuré le feu? Avez-vous mesuré la faim? Avez-vous mesuré ce jeu qu'on joue sans avoir l'air de rien? Je veux serrer encore entre mes dents la fleur rouge du printemps. Rouge est ma peau lorsque je t'aime souvent. Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent nous rêve, le vent se lève. Viens avec moi, mon vieux pays. Quand tu te lèves, le jour se lève, le jour se lève. Nos rêves aussi. Viens avec moi mon vieux pays, chante Émilie Loiseau sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Nous sommes en compagnie de Patrick Menet. Ce soir à 20h, comme tous les soirs, on sera devant France 3 pour Vue. Le condensé des images de la télévision orchestré par Patrick Menet et toute son équipe.
sur France 3. Guillaume Meurice. Eh ben, j'ai encore passé un bon dimanche après-midi, moi. Je suis allé parler fiscalité avec La République En Marche. C'est génial, quelle vie de rêve. Guillaume, fais-moi des enfants. Calmez-vous, Clara. Calmez-vous. C'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir comme ça vivre mes rêves. Un congrès du MEDEF, bam, j'y vais. Un concours de la plus grande saucisse, bam, j'y suis. Je suis de tous les événements qui font la fierté de notre pays. Mais vous aussi, vous pouvez réussir dans la vie. Vous pouvez faire comme moi. Soyez ambitieux. Gardez bon pied, bon oeil, comme dirait Castaner devant un flashball. Alors, la fiscalité, c'était donc le thème d'un des ateliers du grand débat national. Ouais. Et la section La République En Marche du 19e avait organisé un brainstorm, pas piquer les stock options. Une trentaine de personnes qui s'étaient réunies pour s'engueuler dans une arrière-salle de bistrot. Donc, alcool et engueulade, les deux passions de Juliette. Quand je vous dis que vous avez raté un truc, je vous mens pas. Présentation avec l'organisatrice de l'événement, une marcheuse donc, comme on dit. Je reste très objective, je suis quelqu'un d'apolitique, mais alors, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vous êtes marcheuse et apolitique en même temps ? Je suis marcheuse pour des raisons très objectives. Mais soutenir Macron, est-ce que c'est pas faire de la politique ? Je suis rentrée en politique avec Macron. Et pourquoi je suis rentrée en politique et là, avec vous êtes toujours apolitique selon vous ? Non, je reste objective. Moi, j'aime ma mère, mais ça m'empêche pas de la critiquer, si vous voulez. Voilà, je comprends. D'une objectivité totale envers maman Macron, et un engagement politique tout à fait apolitique. C'est important pour gérer un débat de manière neutre. Voilà. Donc, elle avait à peu près les mêmes taux d'impartialité que moi. On était sur de bonnes bases pour un but précis, faire des propositions. Un certain nombre de propositions qu'on va remonter et charge au gouvernement de voir si ces délires sont faisables ou pas. Mais est-ce que ça va changer quelque chose au final ? Est-ce que le gouvernement va en tenir compte ? On est sûr de ça ? Il va pas faire... Enfin, ça serait débile, et même dangereux qu'il fasse ce qu'on lui dise, puisque là, on parle sans interdit. Ah, voilà, donc un gouvernement qui fera pas du tout ce qui va sortir du débat, puisqu'on va pas trop changer de d'habitude. Mais c'est bien quand c'est les citoyens eux-mêmes qui le disent. Donc les citoyens disent de la merde, donc le gouvernement ne va pas écouter. Voilà, mais il va faire de la merde quand même, une merde un peu plus technocratique. Merdine Sciences Po, je dirais, s'il fallait coller un label. C'est une logique et en termes de fiscalité, Macron a une logique. Il a une logique qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est de dire je rentre l'argent là où il y est, je le rentre, ok, pour donner là où il faut. Par exemple, quand il diminue les APL, il prend l'argent vraiment là où il est. Alors je vais vous dire un truc. D'abord, c'est pas Macron, faut arrêter de dire que c'est Macron qui a baisser les 5 € d'APL. Attendez, c'est qui ? C'est le gouvernement. Les salauds de gouvernement. C'est vrai qu'on a une cohabitation un petit peu comme entre Jeff Panaclock et sa marionnette. C'est pour ça qu'Édouard Philippe a parfois mal dans le bas du dos. Donc, des fois, il y a des cafouillages, comme par exemple la fin de l'ISF, qui est de l'ordre de quoi ? C'est de l'ordre du symbole. Très franchement, ce sont des gens qui ne payent pas de toute façon. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas les faire payer cela ? Dire... Pour leur faire plaisir, écoutez, voilà, on le raye. On se donne une petite chance que, finalement, ils se disent, allez, on rapatrie nos capitaux. Donc la logique, c'est que comme ils ne payent pas, on leur supprime l'impôt. On arrête de faire de la démago. Voilà, ça c'est bien. D'ailleurs, faites-le chez vous, ça. Payez pas vos impôts, puis au bout d'un moment, ils vont se lasser. Ils vont dire, attention, ils ne payent pas, on va supprimer l'impôt. Alors faites pas ça avec la redevance, par contre, parce que je sais que Pablo Mira a des frais en ce moment, ensuite, ses opérations chirurgicales. D'ailleurs, cette ablation du charisme vous va très très bien, Pablo. Ça, c'est une bonne logique de la majorité. Et d'ailleurs, il y avait une députée hier, Delphine O. Alors, est-ce que Macron va faire ce qui va sortir du débat ? Donc, par exemple, si les gens veulent remettre l'ISF ? Je sais pas, je suis pas à sa place, donc la question aussi... Non, en fait, pour moi, la vraie question, c'est-à-dire que c'est qu'il y a une attente vis-à-vis du président de la République, mais un certain nombre de choses qu'on peut pas faire passer uniquement par l'exécutif. Après, je suis pas certaine que 60% des contributions disent qu'il faut la suppression de l'ISF. Non, l'inverse, justement. Oui, pardon. C'est pas facile de s'y retrouver. Ça se trouve, ils voulaient même augmenter l'ISF, ils se sont gourés de boutons. Ça se joue à rien, la justice fiscale. Un pichet de rosé en plus ou au moins à la cantoche, et puis voilà, ça fout tout en l'air. Alors on va demander directement à un membre du gouvernement. Il y avait hier Mounir Majoubi. Alors est-ce que c'est pas simplement une opération de com, cette histoire de grand débat ? Je vais vous dire une chose, si jamais c'est un exercice de communication et qu'on ne tient pas compte de ce que les Français nous ont dit là, on va se faire virer. Si ce grand débat c'est de l'entourloupe, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont nous en vouloir très fort et ils auront raison. Et puis on va mettre la France très en colère, donc ce n'est pas ce qui va se passer. Non, parce que mettre la France en colère, c'est vraiment pas un truc que le gouvernement sait faire. Je crois même qu'il pourrait ouvrir un spa, tellement ils savent apaiser le pays. Voilà, et donc ils continuent à tenir la barre. Tel le capitaine du Costa Concordia, Macron maintient le cap. Merci Guillaume Meurice, et merci de sacrifier vos dimanches après-midi à ces magnifiques reportages. Je fais ça pour la France, essentiellement. Patrick Monet est en notre compagnie jusqu'à 18h. Clara Dupont-Moreau, je vous ai laissé les commandes du deuxième sujet. Eh bien oui, Charline, parce que dans les années
années 70, la jeunesse, elle aimait la déconne. Et en 2019, ce qu'elle aime, c'est décoder. Elle aime la décode. Et du coup, on est tombé sur un article du mensuel Cosette qui explique que des ateliers de décodage de fake news sont mis en place dans les écoles. On apprend aux enfants à vérifier la date d'une info, à vérifier sa provenance, sa date. En fait, l'objectif, c'est que l'éducation sauve de la désinformation. Même si, on est d'accord, c'est un vrai boulot d'expliquer la vérité aux gamins. Michael, ta mère, elle t'a déjà parlé de ton père? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur lui? Elle m'a dit qu'il était très grand, très beau et très riche. C'est pas gagné, hein. Et pourquoi c'est pas gagné? Évidemment, si elle lui raconte n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Bah, je veux dire, c'est vrai, t'as pas une thune. Et puis en plus, je suis moche, c'est ça? Ah, non, dis-le. Non, j'ai pas dit. Non, dis-le fort, tes pensées. Regarde-moi. Non, écoute, j'ai pas dit ça. J'ai dit, t'es pas Richard Gere. Ah oui, parce qu'il faut être Richard Gere pour être le papa du gamin. Les trois frères, le film des inconnus. Alors, Patrick Menet. Vous pouvez m'appeler Patrick. Patrick, est-ce que vous diriez que Facebook est devenu le premier JT de France? Que ça y est, il a supplanté la télé? J'ai pas les éléments pour répondre à cette question. Je suis pas sur Facebook, je suis sur aucun réseau social, mais bon, aujourd'hui Facebook est un peu dépassé chez les jeunes. Hein, c'est plutôt Snap ou Insta. Mais moi, ce qui me semble étonnant, c'est que déjà, ce qui me paraît incroyable, c'est que pourquoi l'éducation nationale n'a pas formé les enfants, les enfants français, les petits citoyens, citoyennes, les ateliers, c'est pas dans le programme. Un atelier, c'est pas prévu dans le programme. Mais depuis 15-20 ans, on aurait dû déjà expliquer aux enfants comment se construit une image, comment on fait une narration à travers l'information, la fiction, voilà, le montage, pour simplement donner un outil de compréhension dans le monde dans lequel ils entraient à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que la télé pourrait pas être cet outil-là? Pourquoi après Mais tout la certaines télé émissions, il y a sur France, il y a quelques émissions comme ça qui parlent de Ex Auto là sur France 4 ou France 3. Oui, avec des jeunes. Je Qui les noms, mais en fait l'info c'est un quiz autour des fake news. Les fake news, c'est la résultante de 15 ans de non-pédagogie à l'image. C'est ça la réalité. Oui, parce que là, on est quand même beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore tellement fait le travail d'esprit critique. Et ce n'est pas travail inscrit, que vous faites, en fait, dans le zapping. J'espère qu'il y a une part de pédagogie. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Donc, à travers aussi d'autres formats, j'ai essayé de faire ça sur d'autres formats, mais il n'y a absolument aucune pédagogie, aucun outil de défense, parce que c'est une défense d'avoir cet outil de réflexion face à une image. En plus, on est, à la différence de la lecture, on est totalement passif face à une image. Totalement passif. Et c'est pour ça que vous avez dit, à un moment, vous avez eu cette phrase, vous avez dit le zapping, c'est comme un vaccin. Oui, un peu. C'est-à-dire qu'en fait, le poison, c'est la télé. Vous voyez, et que du coup, mais c'est pas que du poison la télévision. C'est pas ni blanc ni noir. Il y a des choses très intéressantes. Il y a de la pédagogie dans certaines émissions, dans certains espaces. Aujourd'hui, la problématique à mon sens, la problématique de l'image et même de toute l'information, c'est qu'on est dans un monde où on nous annonce tous le chaos et toutes les narrations sont dystopiques. C'est-à-dire qu'on n'a plus aujourd'hui, que ce soit en littérature, en série, en fiction, télé, cinéma, la majorité, c'est la dystopie. Et on n'est plus dans une utopie, c'est-à-dire on n'y croit même plus. C'est ça le danger aujourd'hui. C'est qu'on est là, je veux dire, c'est complètement fou. Et en plus, ici, on se marre, on a une distance par rapport à l'actualité, donc on la digère avec le rire, ce qui est salvateur. Franchement, c'est salvateur. Et à la télévision, il n'y a plus d'émissions comme celle-ci, par exemple. Les Guignols ont disparu. S'il y avait eu les Guignols avec les Gilets jaunes, par exemple. Ah là là. M'en parlez pas. Non mais les Guignols, je prends cet exemple. Mais où sont les espaces de mise à distance par le rire? Je veux dire, il n'y a plus beaucoup. Hein. Patrick Menet avec nous, et heureusement, il y a vu tous les soirs sur France 3 à 20h. Nous ne cessons de le marteler, mais c'est tellement salutaire aussi. Et à côté de vous, Patrick Menet, il y a Juliette Arnaud. En parlant de salutaire. Ok, j'en porte la responsabilité. Il y a des questions dont en 2019 on devrait se passer, type quel est votre film préféré? Parce que c'est vague, parce qu'on s'en fout, parce que toujours la compète c'est pénible. Et puis il y a la question de Laurent Delmas, notre collègue à France Inter, qui lui demande, rusé qu'il est, dans quel film voudriez-vous vivre?
Alors Cyril Hanouna répond bien sûr Camping 3 et Charline, tout ce qu'il me reste de la Révolution. Eh oui. Aussi, vous voyez, il y a encore de la fiction qui fait de l'utopie. Alors c'est une question maligne, dans quel film aimeriez-vous vivre? Parce qu'elle pousse l'interroger dans un cadre personnel et intime et qu'elle induit l'idée du lieu, d'un paysage, d'un voyage. Et ce gros beau livre trapu, Movieland, le guide ultime du cinéma, est farci de cette idée. C'est un guide pour le pays des films. Et qui dit guide, dit carte. Wow. C'est mon cadeau bonus. Et alors là, attention, c'est pas du tout un gadget, cette carte. Alors je la déplie pour mes petits camarades et pour ceux qui regardent l'émission sur la télé. franceinter.fr. Voilà. Alors, c'est pas du tout un gadget, ou alors si c'est un gadget aussi excitant et utile que la semaine où dans Pif Gadget, justement, il y a eu le coutelas d'ivoire de Raon que tu avais apporté à l'école pour frimer à la récré, alors que ta mère te l'avait interdit et que tu t'es fait gauler, que tu as copié 500 fois. Je n'apporterai plus d'armes à l'école, même si elles sont en plastique, alors qu'elle était pas en plastique, elle était en ivoire. Alors que Raon est assis à côté de vous, je vous Oui, signale. j'allais dire. Avec ses longs cheveux blonds. Voilà. PS, ceux qui savent, PPS, Raon, tu me manques. Le cinéma existe depuis 124 ans. Alors, tous ces films, c'est stratosphérique. Hein. C'est la forêt amazonienne avant Bolsonaro, c'est l'agenda d'Alexandre Benalla. Tu nous la copieras, ta balade Popeye. Il nous fallait un guide, de la même manière qu'à la fin de la journée, une de ces terribles journées où t'as pas eu plus le courage de faire des abdos que de suivre l'actualité. Tu regardes Vue et en quelques minutes, c'est bon. T'as toujours pas fait d'adbo, mais t'es renseigné sur l'état du monde. Alors, c'est déjà pas facile la cartographie comme exercice, mais imaginez là, le paysage en 3D, il n'existe pas. Le paysage en vrai. Et en plus, il est évolutif dans le monde du cinéma. Alors, tout est à créer et David Honora, l'auteur de la carte et du bouquin, il l'a inventé, il l'a dessiné. Alors, vas-y les fleuves, il y a le fleuve de l'amour, vas-y les montagnes, comme le massif du fait réel, il y a des îles, comme l'archipel des Teens, tous les films qui parlent de l'adolescence, des forêts comme celle de l'Alu, et Guillaume, qui ne voit pas l'utilité de la fiction, pourra crapahuter pépouze dans les terres documentaires, qui sont juste là. Okay. Autre travail d'éditorialisation, 124 ans, impossible de mettre tous les films, il faut choisir. Là, il y en a 500. Ça fait quand même presque 1000 heures de visionnage si vous suivez tous les itinéraires. On ne panique pas. Et d'ailleurs, l'auteur a prévu le coup. De la même manière qu'on ne commence pas la marche à pied avec le GR20 Corse, 11 000 mètres de dénivelé avec possibilité de sanglier plus ou moins espiègle planqué dans les buissons, on travaille son sens de la modestie. Et comme au ski, on va de la piste bleue à la piste noire. On débute avec Jurassic Park ou certains l'aiment chaud. Et quand on s'est chopé des molettes grimpeurs, on attaque Tarkovsky et Werner Herzog. Il y a 50 itinéraires de spectateurs débutants à spectateurs avisés qui te promènent à travers une thématique commune. Ainsi, Clara, qui aime à chanter... J'avale ma salive, empruntera l'itinéraire 13, celui intitulé Âge d'or du musical, de My Fair Lady à New York, New York, et Pablo, l'itinéraire numéro 26, nommé Satire de partout, qui rallie Jeux dangereux de Lubitsch 1942 à South Park, le film. Quant à moi, passion chialade, je me prévois 19h06 sur l'itinéraire 33, qui s'appelle L'arme fatale, du voleur de bicyclette à Tout sur ma mère. Mais la vraie question c'est, et vous, mon enfant, ma sœur, quelle invitation au voyage vous lancerez-vous ? Merci, bisous, merci. Hey, merci Bravo. Juliette Arnaud. Super. Et on va vous laisser replier la carte parce que ça, Oui, c'est toujours et un grand sans moment de faire de bonheur. Non, mais ça, on peut, mais j'arrive pas à la replier. C'est comme la posologie d'un médicament, c'est toujours un casse-tête. Ça Rappelez-nous marche. l'éditeur. Alors Juliette. c'est un gros beau livre, donc il coûte un peu cher, mais vraiment il vaut le coup. Il a été écrit par David Honora, c'est chez Hachette, et tout un tas de gens qui ont bossé avec lui, mais c'est lui seul qui a dessiné cette foutue carte, et franchement c'est un genre de chef-d'œuvre. Et il y a un endroit comique, non? Bien sûr, il y a la colline du Marron, Ouais, je sais pas quoi. Ouais. On vous repliez la carte, Guillaume Meurice, merci. Je vais m'en occuper. 17h53 sur France Inter, Patrick Menet avec nous. On va aborder ce dernier thème. Et si Instagram était mauvais pour la planète? Et quand on poste la photo d'un coin de paradis, il ne reste pas longtemps préservé du tourisme, voire de la meute. Voilà comment un endroit confidentiel, comme un méandre du Colorado, en Arizona, s'est rapidement dégradé. Alors doit-on en arriver à garder nos photos pour soi? Et surtout, avant tout, jouir de la beauté du paysage dans le moment présent. Mon Dieu, que c'est beau. André, de Jésus, que c'est beau. Ah, regardez-moi ce paysage que vous avez là. Willy, l'avez-vous jamais rien vu? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Pourtant, vous venez tous les ans, hein, Aude. Vous venez tous les ans. Bah dites donc, vous, grand méchant, vous me prenez pour une exaltée. Ou alors je viens trop fréquemment, c'est cela?
Juliette Binoche dans Maloute, film de Bruno Dumont, alors que Guillaume n'a pas encore réussi à... Ça y est, Il vient de terminer là. C'est un article paru sur le site de la RTBF. Vous êtes utilisateur... Qu'est-ce que c'est que c'est présentrisme? Je peux vous dire que si dans Vue, si dans Vue, vous deviez regarder tout ce qui se passe sur la RTBF, le service public, oui, c'est vrai, ça arrive. Donc vous nous aviez dit que vous n'étiez pas sur les réseaux, vous n'êtes pas sur Instagram. Non. Mais donc, on regardait comme ça. C'est le sujet 3 en fait. Bon, on va parler boulangerie. Mais bien sûr, mais Patrick Bonnet a une hygiène de vie, ça doit être incroyable. Donc aujourd'hui, ça veut dire que l'impact de l'image est tel qu'on peut faire le lien entre plusieurs personnes, quelques-unes à peine, postent une image d'un endroit dans le monde. Et quelques années après, un petit sentier qui n'était pas balisé devient une autoroute du tourisme. Là, est-ce que dans la société de l'image, on a atteint le bout du bout? Voilà. Certainement pas. Mais non, certainement pas, malheureusement. Mais ça existait déjà avec Connaissance et Voyages du Monde, où on allait regarder des films d'explorateurs, les crafts, ou enfin les vulcanologues, que sais-je, les voyages. Enfin, ça existe. C'est le support qui a changé, mais le support rend cette démarche beaucoup plus massive. Et à partir d'une photo sans parfois un même commentaire. Comme quoi, il ne faut pas partager. Non mais c'est vrai. Regardez la moralité bien. Mais c'est vrai. Je pense que c'est une tellement belle conclusion qu'on va passer au sketch, Patrick Monet. Parce que ça, joie de vivre. Joie de vivre. Patrick, vous qui écoutez l'émission, si vous êtes fidèle à France Inter. C'est un peu tôt pour moi, mais voilà. Tous les jours, on propose un sketch à l'invité. Il découvre le texte et aujourd'hui, on a imaginé une petite scénette. On l'a dit tout à l'heure. Denis Baupin a été reçu par François de Rugy au ministère de l'écologie. Oui. Je jouerai François de Rugy. Pablo fera un excellent Jean-Vincent Placé. Charline, une excellente Cécile Duflo. Et vous êtes Denis Baupin. On est parti. Ah oui, il y avait Jean-Vincent Placé aussi au dîner. Il y avait Jean-Vincent Placé. C'est une vraie info. Basée sur des faits réels. Alors, Denis, comment ça va? Tu es très embouté ce soir. Ah ben merci, c'est gentil. J'aime beaucoup tes jambes. Ah, t'es sûr? Je rêve de te chevaucher dans une cuve de quinoa. Moi? Mais moi? Enfin François, tu vois pas que je suis en train de t'envoyer des SMS? Ah non, on t'envoie à ta femme? Elle est une grognasse quelconque. Mais tu sais ce qu'elle te dit, la grognasse? Non mais attends, calme-toi Cécile, Denis plaisante. Ouais, ben moi aussi je vais plaisanter à lui mettre un coup de genou là où je pense. Bon, Jean-Vincent, dis quelque chose s'il te plaît là. Et si on buvait un verre? Tu es belle comme une bouteille de Beaujolais nouveau. Non, attends, me dis pas que tu vas passer toute ta soirée sur ton téléphone là. Bah ouais, François a raison là, tu commences à nous emmerder là. Merci Jean-Vincent. Allez, on est là pour picoler ou pas là? Non, mais non plus, non, je vous ai invité à dîner, pas pour vous bourrer la gueule ou à vous livrer à du harcèlement sexuel. Je rêve de t'enduire ton corps. Je rêve d'enduire ton corps de miel bio. Ah, tu peux toujours rêver. Hein. Non, pardon, puis le bio n'excuse pas tout. Ton corps est comme un bidon de glyphosate. Je vais porter plainte. Oui, alors là, c'est une honte. Là. Le glyphosate? Pas tant que ça, selon le manque d'empressement à le faire interdire. Bon, Jean-Vincent, je te resserre un verre là. Tiens, on dirait bien que monsieur la ministre de la Transition écologique est embarrassé. Non, pas du tout, non. Ça avance l'écologie avec Macron? Bon, non, mais Denis, tu veux pas continuer à envoyer tes textos là? Et bien. Si on débouchait une autre bouteille? Ah, excellente idée. J'aime ton cul presque autant qu'une centrale nucléaire. Alors, on n'est pas bien entre gentlemen là? On est désolé, Patrick Monet, on est vraiment navré de vous avoir fait ça. Mais à mon avis, ça s'est passé comme ça. Il y a des détails, ça se tient. Patrick Monet, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir. C'était passionnant votre discours sur l'image, la télévision aujourd'hui. Je rappelle que Vue, c'est tous les soirs sur France 3. Merci au service public de poursuivre et de permettre à ce qui était le zapping, qui aurait 30 ans aujourd'hui, de continuer et de faire cette œuvre tellement salutaire pour nous, pour le public. Merci beaucoup Patrick Monet. Bise à toutes vos équipes. On vous soutient hardiment. Merci beaucoup Clara Dupont-Mono pour cette co-présentation. Merci à Juliette Arnaud, bien sûr. Merci à Pablo, merci à Guillaume. On se retrouve demain en compagnie de Charlélie Couture. Et voici le mot de la fin qu'on laisse bien sûr par courtoisie à notre invité. Josiane Balasco, dans le journal de 20h, disait quelque chose de très juste. Il disait pour l'instant, on n'a pas le grand débat, on a question pour un champion. Vous pensez que mini rime toujours avec petit? Dans le SUV Mini Countryman, on peut installer confortablement 4 amis, le chien, les valises, les skis, les raquettes, la luge, l'appareil à raclette. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? Découvrez le Countryman édition suréquipée avec full LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jantes 18 pouces. À partir de 360 € par mois sans aucun apport, entretien inclus. Méné. Exemple pour un Mini Countryman suréquipé 102 chevaux en LLD 36 mois sans apport, valable jusqu'au 31 mars 2019, conditions sur mini.fr.
Sephora. Toute l'année chez Sephora, qu'importe le flacon, qu'il soit rond, carré, petit, grand, transparent ou opaque, il finira forcément vidé. Vidé, mais pas jeté. Parce qu'en rapportant votre flacon vide chez Sephora, vous pouvez profiter de moins 20% sur l'achat de votre prochain parfum. Après, à vous de décider de le garder ou de l'offrir. En tout cas, à moins 20%, vive les parfums vides ou pleins. Et merci Sephora. Voir conditions en magasin. Sephora, au cœur de la beauté. En quoi puis-je vous être utile? Alors voilà, j'entends parler de FCP, de SCPI, d'assurance vie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors moi, je vous conseille surtout de ne rien faire. Rien tant qu'on n'aura pas fait un bilan précis de votre situation. À la Caisse d'épargne, nous pensons que pour bien choisir ses placements, il faut d'abord bien les comprendre. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé. Un bilan avec un conseiller expert, des simulations d'investissement et des solutions de placement pouvant s'adapter à vos objectifs. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Dites donc, alors on est un petit peu à l'avance. Quand je co-présente avec Clara, on a une longueur d'avance, quoi. Je sais pas comment vous dire.